Et je traite beaucoup ou majoritairement des dossiers criminels et correctionnels. Ça s'appelle le pénal. J'interviens très souvent dans des affaires de viol. J'interviens plusieurs fois dans l'année pour des affaires de meurtre ou d'assassinat ou de coups mortels. Si je devais définir ce que je fais comme pénal, il y a des expressions d'avocats. Il y a des avocats qui disent du pénal pénal ou du pénal dur. C'est du pénal sale. Parce que voilà, c'est du pénal avec de la plus petite infraction jusqu'au plus terrible crime et qui concerne toujours des gens qui sont accusés et qui sont souvent détenus. J'adore ce genre de pénal. Moi, je suis passionnée par ça. C'est pour ça que j'ai fait des études de droit. C'est pour ça que j'ai passé le barreau. C'est pour faire exactement ça. Chaque matin, on ne sait pas ce qui va se passer. Chaque matin, on ne sait pas s'il va y avoir une garde à vue, s'il va falloir partir en prison parce que je ne sais pas s'il va y avoir une comparution immédiate. Et puis, la richesse humaine que recèle cette profession, elle est incommensurable. Je défends des hommes politiques, je défends des inconnus, des anonymes, je défends des grands patrons du CAC 40, des chefs d'entreprise. Je défends en fait des personnes qui sont très différentes, qui viennent d'univers extrêmement différents et je trouve que c'est la richesse de ce métier, quoi. C'est que moi, je les rencontre tous. Je suis amenée à être au contact d'histoires qui ont à voir avec l'essentiel peut-être de l'humanité, c'est-à-dire la mort, la douleur et l'intégrité corporelle. Je ne me sens pas comme quelqu'un qui peut sauver celui ou celle que je défends. Mais plus le temps passe, plus je me dis, mais c'est une énorme responsabilité, quoi. C'est une énorme responsabilité que d'être la voix de quelqu'un qui est accusé et qui risque sa vie. Parce que là, on ne parle pas de la peine de mort, mais qui risque sa vie. Ce que j'espère être, c'est une avocate la plus libre possible et une avocate de la défense. Je crois que je suis une avocate à la fois obsessionnelle et nourrie par celle et celui que je défends. J'ai vraiment besoin d'eux. Je suis pénaliste, quoi, quelle que soit l'infraction. Bonjour, c'est Sylvie Oliveira. Je voulais parler à madame la procureure Husson. Moi, je vous fais un écrit si vous voulez. Ce métier d'avocat, il m'arrive par plusieurs biais en fait. En fait, moi, ma mère est avocate. Donc j'ai été baignée toujours dans ce monde-là. C'est-à-dire que j'ai des souvenirs très jeunes du palais de justice, des tocs. Les tocs, c'est les boîtes aux lettres d'avocats. Quand j'étais petite, ça me fascinait que les avocats, tous les avocats aient chacun leur petite boîte aux lettres. J'ai des souvenirs de la buvette du palais où ma mère m'emmenait. J'ai des souvenirs d'elle et de ses associés, de ce qu'elle appelait ses associés, qui étaient des gens qui étaient quand même très rigolos pour des associés. J'avais une passion pour les faits divers. J'avais regardé tous les faits entrer l'accusé. J'avais lu tout ce qu'on peut lire sur l'affaire du petit Grégory. J'étais très passionnée par ça et à un moment, quand je n'arrivais plus trop à savoir ce que j'allais faire, ça m'a un peu rattrapé cette histoire d'avocat. J'ai arrêté mes études littéraires et j'ai recommencé le droit à zéro, uniquement pour faire du droit pénal. Le métier d'avocat pénaliste, je pense que
il faut en avoir une énorme envie. Et j'ai ce souvenir très fort d'être face à un métier qui me paraissait peut-être presque impossible à atteindre, pas du point de vue social ou intellectuel, c'était pas ça. C'était est-ce que psychiquement je suis capable d'être à cette place-là. Et cette envie très forte, évidemment, elle a grandi quand je suis devenue avocate. Et rapidement, il n'y avait que ça qui m'intéressait, on peut dire qui m'obsédait. J'avais très envie d'embrasser une carrière artistique, donc j'ai fait énormément de piano. J'ai été au conservatoire à Nancy, puisque je suis lorraine. Et puis ça s'est arrêté là parce que je suis tombée malade, j'ai eu une maladie des mains assez grave. Et tout s'est arrêté. Et donc je me suis dit tout simplement que j'allais faire le contraire de la musique. J'allais choisir le contraire de la musique. Et pour moi, le contraire de la musique, c'était le droit. Ça m'obligera à ne pas penser et à continuer à travailler. Beaucoup. C'est tout. Ça ne m'intéressait pas tant que ça, les matières juridiques. J'ai pas compris grand-chose. J'ai une révélation, et ça a été ma chance, c'est que j'ai poussé les portes du tribunal de Nancy au hasard. Hein. J'ai vu un petit bonhomme plaider. Je ne me souviens plus du tout de quelle affaire c'était, mais je me souviens de ce petit bonhomme qui plaidait, qui faisait tout tomber, et puis reprenait ses feuilles, les crayons. Et je voyais cette salle qui le suivait des yeux, qui bougeait avec lui, qui était complètement happé, moi aussi. Et franchement, je me suis dit, mais c'est un concerto. Il est en train de jouer le concerto pour violon de Brahms, mon préféré. C'est pas possible. Moi, j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à ne parler qu'à travers un instrument, mais ça peut passer par une plaidoirie. Quand j'ai dit que je voulais faire du pénal chez moi, ça n'a pas été très bien reçu par mon père. Je n'avais plus ma mère, donc je ne sais pas ce qu'elle aurait pensé. Peut-être qu'elle aurait trouvé ça bien d'ailleurs, mais mon père a trouvé ça formidable très vite. Hein. Mais au départ, non, il n'aimait pas ça du tout. Quoi. C'est-à-dire que pour lui, c'était pas un métier de femme, etc. Donc, et je pense que si moi j'ai vécu ça à l'époque, je pense que beaucoup d'autres femmes l'ont vécu. À l'époque, c'est quand même un monde extrêmement masculin. Il n'y a quasiment que des hommes. Il y a quand même quelques femmes, évidemment, avocates qui comptent, mais sinon, l'immense majorité des avocates pénalistes d'aujourd'hui ont été formées par des hommes. Ça, c'est vrai. Moi, la première. Au tout début, dans les cours d'assises, il n'y avait que des hommes, qui n'avaient que des collaboratrices. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des hommes de 40, 50, qui n'avaient jamais de collaborateurs, mais il y avait énormément d'avocates pénalistes qui étaient leurs collaboratrices et qui ne s'installaient pas après, ou qui n'étaient pas associées. Et donc, elles avaient une expérience de collaboratrice, et puis elles passaient à autre chose. Petit à petit, elles se sont installées. Petit à petit, elles sont devenues associées. Et petit à petit, elles plaident de plus en plus devant les cours d'assises. Les premières assises, c'est des assises assez difficiles. Je rentre dans le dossier 3 semaines avant l'audience parce qu'un avocat refuse de défendre l'accusé. Évidemment, il n'y a pas un instant d'hésitation. Je me dis oui, je me mets à travailler d'arrache-pied, je rencontre le client, il est difficile. C'est un client un peu mafieux, c'est une histoire de règlement de compte. J'ai une peur bleue. Et puis, le procès se passe. Je crois que je serais intervenue ou non, le résultat aurait été le même. Mais en tout cas, on peut dire que je suis, alors, on va dire, baptisée. Je me souviens très, très, très bien de ma première plaidoirie d'assises. C'est un truc qu'on ne peut pas oublier. J'étais à l'école d'avocat et j'étais en stage donc, chez Françoise Cotta, qui est l'avocate qui m'a formée depuis le départ. J'étais donc à la cour d'assises de Bobigny, à côté d'elle sans robe, puisque les élèves avocats n'ont pas le droit de porter la robe d'avocat.
3 jours de procès ont lieu et d'un coup, la veille du dernier jour, elle m'envoie une cocotte de papier, comme quand on était petit, des cocottes de papier. J'ouvre la cocotte, j'ouvre un premier, je vois demain. J'ouvre une deuxième partie de la cocotte, une flèche. J'ouvre la cocotte entière, il y avait écrit « Demain, tu plaides ». J'ai mon cœur qui s'est arrêté, qui est tombé dans mes chaussures. Je sais même pas, j'ai failli défaillir. Mais défaillir. Et je me suis dit tout de suite, ok, c'est terrible, mais si tu ne le fais pas là, si tu abandonnes, parce qu'il y a toujours la possibilité de dire non hein, dans la vie, tu pourras plus faire ce métier, tu pourras plus te regarder en face, de ne pas avoir eu le courage de le faire. J'ai jamais passé une nuit comme ça, voilà, et je l'ai fait. Alors évidemment, c'était une introduction de 10 minutes, sans robe, mais c'était fou d'avoir réussi à le faire. Je me suis jamais dit ça y est, je suis prête, je peux être de l'autre côté. Je me suis dit je plonge et on verra bien ce qui se passera. C'est extrêmement égoïste, bien sûr, hein, pour le client qu'on va défendre, mais en même temps, j'avais vraiment la conviction que il faut plonger et il faut plonger vite. On est jeune quand on commence. Et les magistrats sont impressionnants. On sent qu'on n'a aucune légitimité, donc souvent on en fait trop. Et parfois même un peu dans l'agressivité. Parce qu'on a juste envie d'exister, on ne sait pas très bien comment, quoi. C'est difficile d'exister à la barre. Enfin. L'avocat de la défense va à l'encontre de l'opinion publique. L'avocat de la défense va à l'encontre de ce qui apparaît comme une évidence. L'avocat de la défense est du côté du méchant, du mal. C'est un métier de lutte et c'est un métier aussi où on doit en permanence se situer dans des zones paradoxales pour trouver les arguments de qualité. Je ne peux pas dire que ce soit anodin de défendre un ancien président de la République. Il y a eu une couverture médiatique peut-être encore plus importante que certains autres procès. Voilà. Et que donc forcément, quand il y a cette couverture médiatique-là, vous êtes, même malgré vous, porté un peu plus sur le devant de la scène. Mais est-ce que ça a changé quelque chose dans le regard ? En revanche, peut-être qu'on m'attendait un peu sur ce dossier-là. Voilà. Quand il m'a choisi dans des circonstances un petit peu particulières, puisque je n'étais pas seule dans le dossier, j'étais avec Pierre-Haïk et que Pierre-Haïk ne pouvait plus continuer à le défendre, il a choisi de me faire confiance en me gardant seule dans ce dossier. Ça n'était pas moi qu'il avait choisi comme avocate au départ. Et je trouve que la liberté, elle est celle de l'avocat, mais elle est aussi et d'abord celle du client. C'est-à-dire que je trouve qu'un client doit pouvoir à tout moment changer d'avocat. Donc je lui ai écrit, mais je ne sais plus comment j'avais formulé les choses. Je crois qu'il a dû me rappeler, je ne sais pas, un quart de seconde après que ma lettre a été déposée chez lui, pour me dire, mais je ne comprends pas les questions, on continue tous les deux. Voilà. D'abord, ce qui est intéressant, c'est de rappeler quand même que ce n'est pas nous qui choisissons les affaires, ce sont les gens qui nous choisissent. Je suis institutrice. Je ne connais pas d'avocat. Les policiers arrivent chez moi à 6h du matin, réveillent mes enfants, mon mari, me mettent les menottes, m'emmènent au commissariat. Je suis accusée de violence sexuelle sur un de mes élèves. Le monde s'écroule. C'est fini. Ma vie est terminée. La garde à vue, elle dure 48 heures. Pendant 48 heures, je me lave pas. Je me brosse pas les dents. Je suis dans des cellules immondes. Je pue. Petit à petit, je pue. Je ressemble plus à rien. Et je suis accusée de la pire des horreurs. Je vois pas mon mari, je vois pas mes enfants. C'est fini. Et là, la personne qui est avec moi dans la cellule me dit, mais prends un avocat. Je te conseille 2 avocats. Je te conseille Marie-Dosé, et puis je te conseille, tiens, on va prendre un confrère qui a été tellement merveilleux quand il était avocat. Et Dupond-Moretti. Tu leur écris chacun une lettre, ils vont venir te voir au parloir et puis tu verras. Et moi, l'institutrice, je fais ça. J'écris aux 2. Et je vois arriver Marie-Dosé au parloir, et je me dis, ouais, elle a travaillé. On sent qu'elle travaille. Je suis Marie-Dosé,
va lui expliquer qu'elle va venir la voir tous les 10 jours, que le dossier, elle va en avoir copie, que voilà comment on va faire, voilà ce qui va se passer, que la demande de mise en liberté, etc. Elle prend du temps, elle a l'air vraiment sérieuse, c'est vrai. Puis après, le lendemain, Éric Dupond-Moretti arrive. Éric Dupond-Moretti, il est fâché. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce scandale? C'est lamentable. Et je choisis Éric Dupond-Moretti. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai été broyée en 48 heures. Et parce que j'ai besoin d'avoir l'image d'un avocat qui va broyer ce qui m'a broyée. Et quand on est une femme, qu'on pèse 50 kilos, on ne renvoie pas cette image-là. D'un premier abord, vous voyez, intuitivement. Moi, je le sais pertinemment. Pendant très longtemps, j'ai été l'avocat de la dernière chance. Quand au tout début, les gars me désignaient en détention, c'était après avoir éclusé les avocats les plus célèbres, avec la grosse voix, qui tapaient du poing sur la table. Et je me souviendrai toujours de celui qui, un jour, après 2 ou 3 ans d'un confrère célèbre, me voit arriver au parloir. J'ai parlé avec Marie Dosé. Oui, mais c'est moi. Oh putain, ça va pas être facile. Je me souviens de ça. Je pense que c'était peut-être dans les années 2000. Charles Pasqua allait comparaître dans 3 dossiers devant la Cour de justice de la République. Le procès était très proche, à peine quelques semaines, voire quelques jours. Et il y avait 3 affaires distinctes. Charles Pasqua découvrait qu'il n'aurait plus d'avocat dans un de ses dossiers. On était assis, je m'en souviens, dans un restaurant. Et chacun était en train, moi la première d'ailleurs, de chercher quel était le nom de l'avocat qui pourrait, au pied levé, intervenir pour remplacer cet avocat qui ne pouvait se maintenir. Et ce dont je me souviens très bien, c'est qu'on cherchait, des noms étaient donnés par les uns, par les autres, par moi aussi, jusqu'au moment où Charles Pasqua nous a tous regardés. Il a tapé un grand coup sur la table, il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sera Jacqueline !» Voilà. Et donc, et je dois dire que moi-même, je n'avais pas pensé à moi. Et ensuite, je l'ai défendu et j'ai continué à le défendre très, très longtemps. Mes consoeurs sont confrontées à la médiatisation de la même manière que les confrères. Elles souhaitent ou non prendre cette place-là, mais évidemment, c'est absolument essentiel qu'il y ait un traitement identique des femmes et des hommes qui font ce métier.
bonjour. On y va, on fait attention, j'ai tout le monde. Stop! Le plus dur, c'est pas forcément ce qu'on croit, hein. L'audience est un moment d'une intensité extrême, d'une adrénaline extrême, mais le plus sacerdotal, c'est l'avant. C'est la préparation d'un dossier, c'est les parloirs 10 fois, 20 fois, 100 fois sur des gros dossiers pour essayer de travailler avec un détenu, c'est la gestion des familles des détenus. Je pense que je vais en moyenne, moi, 2-3 fois par semaine en prison, mais j'y vais beaucoup. Ça fait partie du côté le plus fatigant du métier, mais en même temps le plus important. Ah, j'ai totalement un prison tour, c'est-à-dire que c'est par semaine. On va faire d'abord le lundi matin, on va faire Meaux. Le mardi après-midi, on fera Villepinte. Il y a La Santé, Fleury, Fresnes, Nanterre. Ça, c'est Bois d'Arcy, dans le 78. Donc, ce que j'aime bien les avocats, c'est parfois les avoir tous dans la même prison, parce que c'est quand même beaucoup moins fatigant. Mais malheureusement, c'est pas nous qui choisissons où ils sont incarcérés. J'ai besoin d'aller en prison. Vraiment, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Alors, j'en ai besoin pour construire une défense, j'en ai besoin. Mais j'ai désormais, dans ce monde envahi par les téléphones, envahi par le bruit, la rapidité, etc., alors même que j'exècre la prison, alors même que je ne m'y habitue pas, j'y vais 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine, je ne m'y habitue pas. À chaque fois que j'ouvre la porte de la prison, je ne suis pas en terrain connu, accepté, je ne m'y habitue pas. Mais j'ai besoin de ce rapport au parloir, de ce tête-à-tête où plus rien n'existe que ça, en fait. Allô? Oui, bonjour monsieur, c'est pour le parloir avocat. Allez-y. Merci. C'est toujours difficile, la prison. La prison, c'est quand même un lieu extrêmement dur. Je me sens pas bien, on a ces lourdes portes qui se ferment. C'est assez sinistre, c'est assez angoissant. Donc, ce sont des lieux dans lesquels on va. On est content d'y aller parce qu'on y exerce notre métier. On va rencontrer, on est quand même un peu un lien entre l'extérieur et les personnes qui sont enfermées. Mais c'est toujours un lieu dans lequel je vais avec un peu de difficulté. Il y a des clients que je rencontre évidemment pour la première fois au parloir. Et du coup, je les rencontre pour la première fois au parloir, entre 4 murs. Et moi, j'adore ce moment. Je trouve que c'est le moment un des moments les plus géniaux de notre profession, cette première rencontre où on va voir ou pas si ça match, parce que faut que ça matche en fait, faut qu'il y ait de la confiance. J'ai les visages des personnes avec qui c'est très mal parti. Enfin, le commencement a été très dur. Le premier rendez-vous a été violent. Je me souviens encore il y a 15 jours. Il est sorti, j'ai entendu dire dans la salle d'attente, je m'en suis pris plein la gueule. et je ne savais pas s'il allait dire oui ou non. Mais j'ai posé mes conditions. Non, monsieur, attendez, vous commencez pas comme ça déjà. Vous commencez pas comme ça. D'accord? Vous passerez pas en force. Et on passera pas en force. On passe jamais en force devant un tribunal. Je trouve que le travail de l'avocat, et ça c'est quelque chose que je pense les gens savent peu, mais l'avocat c'est pas un perroquet d'un client qui dit des choses absurdes. Je prends ce que le client me dit, j'essaye avec le plus d'énergie possible de le remettre dans l'axe des éléments objectifs à charge contre lui. C'est-à-dire que je ne le caresse pas dans le sens du poil en lui disant « comme vous avez raison de dire que cette fille est une petite menteuse ». Je lui dis « attention, il y a de l'ADN dans la culotte, attention, il y a le témoignage de madame machin ». Il y a des dossiers où un prévenu ou un accusé ne peut pas être innocent. Parce que le dossier, quand on le lit, on sait qu'il n'est pas innocent. C'est impossible. Et que du coup, notre travail, ça va être d'arriver avec lui, d'avancer et peut-être
de le faire accoucher d'une vérité et de l'amener, lui, à la reconnaissance. Je viens d'en faire l'expérience difficile dans un procès récent. C'était une affaire où je défendais un jeune homme chilien accusé d'avoir assassiné son ancienne petite amie japonaise qui était venue faire ses études à Besançon. Ce qui a été le plus difficile dans ce dossier-là, c'était la façon de pouvoir défendre un homme que tout accablait et qui restait dans une position que je trouvais difficile à soutenir. Et en même temps, cette position-là, elle était réaffirmée depuis 2 ans, réaffirmée au cours du procès. Quand tu es avocat, cette espèce de résistance-là, elle t'impressionne. Tu te dis, mais... Et finalement, si cette résistance-là, c'est pas aussi parce qu'il y a peut-être quelque chose... C'est difficile d'abandonner complètement le doute, mais ce que j'ai trouvé le plus compliqué, oui, et lourd dans ce dossier, c'est d'avoir envie de le défendre du mieux que je pouvais, sans le trahir. C'est leur intérêt à eux d'avouer le crime, parce que les charges sont tellement accablantes que la dénégation va rajouter la couche d'exaspération qui va aggraver la peine ou qui va rendre les juges et les jurés complètement fermés aux arguments de défense. Une avocate la plus libre possible, c'est aussi celle qui doit pouvoir rester libre autant qu'il est possible de son système de défense. Ça n'est pas toujours simple. C'est-à-dire d'essayer de rester maître de cette défense et de ne pas se la laisser imposer par son client d'abord. Et puis, oui, rester libre vis-à-vis de tout, des magistrats, des pouvoirs, des pressions quelconques, de l'envie de plaire aux médias, de privilégier d'abord ce que l'on pense. Parfois, on se trompe sûrement, mais ce que l'on pense être la meilleure défense possible. Construire une plaidoirie, c'est d'abord noter au fur et à mesure de l'audience tout ce qui paraît avoir été marquant. J'essaye d'être très attentif à l'audience et de voir tout ce qui s'y déroule comme une éponge et de me mettre à la place, si on a la cour d'assises, de jurés pour essayer de ressentir ce qu'eux ont ressenti et essayer dans la plaidoirie de ne pas être à côté, quoi. C'est-à-dire que si je parle uniquement d'un dossier papier alors que pendant une semaine, il y a 1 milliard de petites choses ou de grandes choses qui se sont passées dans une audience, je serai à côté dans ma plaidoirie. Ça peut être des paroles, ça peut être un retard, ça peut être un orage, ça peut être des propos qui sidèrent, ça peut être des larmes, ça peut être un rire. Bref, c'est une attention très grande à tout ce qui rentre dans la cour d'assises. Et ensuite, ça va être de se distancier de tout ça. Et la nuit, avant de plaider, d'essayer de chercher en soi tous les messages que nous envoie notre inconscient. Donc la plaidoirie, moi je l'écris avant de m'endormir, pendant 1 heure ou 2. Et ensuite, je me réveille un peu tôt le matin. Et là, je prends, comme si c'était des cadeaux envoyés de je ne sais quel ciel, les idées que mon cerveau a fabriquées la nuit. Et ça, ce sont les bonnes idées. J'ai besoin de trouver une idée, ou une image, un fil conducteur qui va me permettre après de débrayer. Et cette image ou cette idée, elle doit être un peu... elle doit être originale. Enfin, en tout cas, elle doit choper mon auditoire pour leur dire « Ah oui, c'est vrai que ce détenu-là, il a eu cette attitude-là à un moment, ou, voilà, ou une idée, il s'est comporté comme ça parce qu'il vient de là. » En fait, il y a un fil conducteur qui va me permettre de tirer tout le long de ma plaidoirie et après de dérouler. Je me rappelle que je commençais par « Il était une fois » et je reprenais en disant « Non, 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 non. Il n'était pas une fois. C'était pas un conte. Mais voici l'histoire de... » Introduire l'idée du conte, c'est proposer aux jurés et aux juges de retrouver de leur enfance. Parce que leur enfance, elle est vraiment importante pour comprendre les histoires criminelles. Et puis ensuite, m'en distancier en leur disant « Non, c'était pas il était une fois.
attention, c'est une vraie histoire. Le travail de plaidoirie, chez moi, est toujours passé par l'écriture. Toujours. Parce que ça me rassure. Parce que j'en ai besoin. Parce que j'ai besoin de cette bouée de sauvetage s'il y a naufrage. Et en même temps, je ne la lis pas. C'est un travail dans lequel on doit en permanence se demander si ce que je dis va être compris, reçu, utile. Le grand art, c'est rare, c'est d'arriver à faire rire ou sourire. Et si on y arrive et que c'est pas indécent, alors je crois qu'on a gagné énormément dans le fait d'avoir amené à soi les jurés et les juges. On n'y arrive pas toujours, hein. L'idéal de plaidoirie, je ne sais pas si j'y arrive, c'est une plaidoirie où on oublie que j'existe. Et on ne voit que la personne pour laquelle je parle, le détenu dans le box. Si les juges et les jurés sont collés à la réalité de l'instant criminel, si l'instant criminel ne provoque chez eux que du dégoût, de la colère ou un besoin de vengeance, alors on ne risque pas d'atteindre notre but. Convaincre, ce n'est pas plaire. Parfois même convaincre, c'est déplaire. Je sais que vous allez trouver ce que je vais dire insupportable. Il m'arrive de dire ça au magistrat. Mais je ne suis pas là pour leur plaire. Je suis là, à un moment donné, pour dire ce qu'ils ne veulent pas entendre. Pour dire ce qui est insupportable. Pour dire ce qu'ils ne vont pas supporter. Je ne veux pas avoir le mot qui blesse. Je ne veux pas avoir un mot qui se répète. Et je ne veux pas avoir l'horrible gaffe. Je pense qu'on doit à nos clients d'avoir un texte de plaidoirie qui soit absolument contrôlé. Moi, j'ai toujours eu peur de ça. J'ai toujours eu peur de faire payer à celui que je défends ce que j'avais dit. Et ça, je l'ai déjà, non pas vécu, mais je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu des confrères où je me disais, mais c'est pas possible. Là, il est en train de se mettre le tribunal à dos, mais c'est pas lui qui se met le tribunal à dos. C'est celui qui est derrière qui va prendre. Quelquefois, sur le banc des parties civiles, eh bien, j'enrage. J'enrage quand l'accusé n'est pas parfaitement défendu. C'est quelque chose que je trouve insupportable comme déséquilibre quand l'accusation est forte et que la défense est médiocre ou minable. C'est pas fréquent, mais enfin bon, ça arrive évidemment, comme dans toute situation humaine. Je suis révoltée. Je suis très révoltée. Et quelquefois, je suis à la limite d'aller, ça m'arrive, d'aller donner des arguments à la défense discrètement, tellement je suis révoltée par un procès dans lequel il y a un déséquilibre. Quand j'ai terminé, si je me souviens de ce que j'ai plaidé, parce que très souvent je ne me souviens pas de ce que j'ai plaidé, et je demande à celle ou celui qui m'accompagne, quand je ne suis pas toute seule, est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que j'ai dit ça? Je l'ai dit ça? Je l'ai dit ça? Parce que je ne m'en souviens plus. Je suis incapable de me souvenir de ce que j'ai dit, et donc j'ai toujours peur d'avoir oublié beaucoup de choses. Mais en tout cas, quand je m'en souviens, je suis nécessairement frustrée puisque je me souviens de ne pas avoir dit tout ce que j'ai écrit. Quand je sors d'une plaidoirie, je pense 3 fois sur 4 que c'était un naufrage. Je n'ai jamais été contente d'une plaidoirie. Mais moi, la nuit d'après, je me refais toujours la plaidoirie idéale et parfaite que j'aurais dû faire, quoi. Je pense toujours à la chose que j'ai oubliée, je pense toujours à la forme. Enfin, oui, je pense toujours à ça parce que, en fait, ça n'est jamais assez bien, quoi, une plaidoirie. Quand vous défendez quelqu'un, quand quelqu'un vous donne cette charge-là, cette mission-là, moi, en tout cas, je ne trouve jamais ça assez bien. Oui. Il y a des plaidoiries, celle à laquelle je pense, j'ai oublié, j'ai raté, j'ai complètement raté la chute. Je crois que c'était il y a 7 ans. Je pense qu'il n'y a pas une journée. Une journée sans que j'y pense et repense. J'ai beau me raisonner en me disant, mais c'est pas ça qui a fait que. C'est pas parce que t'as pas terminé comme tu devais terminer que celui que tu as défendu a pris 2 ans ou 3 ans de plus. Je le sais.
Mais je ne supporte pas cette idée. Je n'accepte pas d'avoir écorché cette chute. Vous m'avez appelé, dites-moi. Exactement, c'est ce que je leur ai expliqué hier. Le dossier va être envoyé au commissariat de leur domicile et du coup après je prendrai contact avec le commissariat et on organisera le fait qu'ils se présentent. Je vous tiens au courant quand je les ai eus la semaine prochaine. À très vite, à bientôt, au revoir. Au revoir. Je crois qu'il y a un moment que j'aime le plus dans ce métier, c'est le moment de la fin de la plaidoirie, quand vous croisez le regard de votre détenu et que l'émotion dans ses yeux, vous lisez dans ses yeux un merci d'avoir bien parlé pour lui. Et moi, j'aimerais que ça soit ça, mon style. La féminisation de la profession et la féminisation des avocats devant les cours d'assises ont amené probablement des postures plus discrètes, des voix qui portent peut-être un peu moins, et ont amené une autre façon d'être. Il y a 20 ans, et c'était merveilleux, j'adorais ça, hein. Moi, je me souviens encore de certains confrères. « Hey, il plaide, attends, j'y vais. » Et c'est vrai que c'était beau, il y avait des citations, c'était drôle. Nous, on n'a pas joué sur ce registre-là. Nous empruntons peut-être des chemins un peu différents. Je pense que parfois, il y a cette petite approche peut-être plus discrète, plus fine, mais peut-être qu'on a aussi des choses en moins, mais en tout cas des moyens différents pour parvenir à un même but. Ouais. C'est vrai que ce qu'on appelait les effets de manche, c'est-à-dire l'avocat qui s'agite et qui crie, existe beaucoup moins. On est arrivé, à mon humble avis, en connaissant nos dossiers par cœur. C'était pas toujours le cas. Il y avait moins d'effets de manche, mais je pense que il y avait plus de précision. Il y avait plus d'émotions contenues aussi. C'était moins tonitruant. C'était moins spectaculaire. Mais on a su capter l'attention. Il ne faut pas que l'avocate pénaliste elle imite l'avocat pénaliste. Il ne faut pas que la femme avocate, quand elle plaide, imite ces plaidoiries qui ont longtemps été celles de nos confrères. Les femmes pénalistes, on a moins de modèles. Mais du coup, à contrario, on a peut-être du coup plus d'imagination, plus d'inventivité, plus de prise de risque. Parce que nous, on nous a jamais... Enfin, on va pas faire ces effets de manche qu'on a vus, et puis on n'a pas envie, je crois. Et que finalement, peut-être que ça amène de la nouveauté et que ça nous fait prendre... Enfin, moi, sur les femmes que j'admire, et les femmes avocates que j'admire, il y en a plein. Il y a toujours cette imagination. Il n'y a jamais une qui plaide de la même façon que l'autre. Je pense que les plaidoiries ont changé. Et je pense même que les magistrats, si aujourd'hui, ils n'avaient plus en face d'eux que ces confrères qui plaidaient comme ils plaidaient il y a 20 ans, ils ne le supporteraient pas. Je dirais qu'on est un peu plus libre, ouais. Moi, je le ressens comme ça. Sur ce métier qui est assez, quand même, historiquement masculin, le fait d'être une femme, une fois qu'on a passé les difficultés que ça peut être, parce que oui, les femmes gagnent moins d'argent, je pense, que les hommes, mais une fois qu'on a passé ça, il y a plus de liberté, j'en suis sûre. On a tendance à penser qu'aux assises, le moment le plus stressant, c'est la plaidoirie. Évidemment, c'est extrêmement
anxiogène, même quand on la prépare, parfois quand on plaide ou juste avant. Mais en fait, il y a un moment qui est peut-être le plus angoissant, c'est celui de l'attente du délibéré. C'est quand votre téléphone portable sonne et que c'est la greffière et qu'elle vous dit « Maître, c'est pour dans 1 heure ». Et là, c'est le moment où l'angoisse est la plus totale. Puis 1 heure après, on va dans cette salle d'audience. C'est d'ailleurs, les moments sont de plus en plus crescendo, plus on va dans les salles d'audience, et il y a quelque chose qui est très marquant. Quand on rentre dans cette salle d'audience, qu'on attend la cour, qu'on ne sait pas encore le délibéré, c'est le silence. J'ai jamais, si on peut entendre un silence, je n'ai jamais entendu un silence de cette profondeur-là. Plus personne ne parle, l'accusé est dans son box et on attend. Chacun la tête dans ses pensées de savoir ce que la cour va décider. Ces instants-là, en fait, ces instants où tout bascule, et notamment quand on plaide acquittement, ces instants où tout bascule, où je sais toujours pas s'il faut que je regarde les jurés, si je les regarde pas, évidemment je les regarde pas. Comme d'habitude, je me lève, je me mets le plus près de l'accusé en me disant, de toute façon, là, c'est à nous deux que ça va arriver, et quelque part, ma place, elle est vraiment là, ne les regarde pas, il n'y a pas de signaux, ça, c'est les délibérés, c'est terrible. Au moment de la décision, on regarde les jurés, quand ils re-rentrent, on essaye toujours d'analyser. Il y avait un peu une mythologie de dire, s'ils nous regardent, nous, avocats de la défense, s'ils arrivent à soutenir notre regard, ça veut dire qu'ils nous ont suivis. J'y croyais vraiment, en fait, on se rend compte que j'ai eu des jurés qui baissaient la tête et qui finalement avaient des bonnes décisions, parce que même pour eux, le moment est tellement fort que voilà, ils ont aussi du mal à lever la tête, c'est très, très douloureux. Et très souvent aussi, j'ai attendu le délibéré dans les cellules. Je me souviens même, ça a pu durer 5 heures, 6 heures. Je me souviens de cet accusé qui s'était endormi. Je me souviens d'avoir joué aux cartes. Moi, je pense que ça, c'est très important pour un avocat. Attendre le délibéré. Le bruit. Le bruit. Ça y est. C'est vraiment ça. Il y a une porte, ça y est, c'est bon. Et puis en fait, c'est pas ça. Puis il y en a pour 1 heure, puis encore pour 2 heures. Il faut vivre ça pour savoir ce qu'ils vivent. C'est un livre qui a été publié en 1994. Et c'est le livre des époux Villemin, des parents du petit Grégory. Et ils décrivent toute l'histoire en s'expliquant. Et il y a notamment un moment que je trouve absolument magnifique sur ce qu'un accusé peut ressentir en attendant un délibéré. Parce que le père de Grégory, Jean-Marie Villemin, a été accusé, lui, du meurtre de Bernard Laroche. Et il a donc été un accusé devant la cour d'assises. Et il décrit au début l'attente de ce délibéré et le moment où on lui rend ce verdict. Ce livre, il est fait en dialogue. Du coup, c'est Jean-Marie et Christine qui dialoguent par écrit. Donc, Jean-Marie, il a fallu se mettre debout. J'ai cru que tu allais tomber. Je t'ai dit, pense à Grégory, pas à moi. Moi, c'est ce que j'ai fait en marchant jusqu'au box. Christine, donc elle qui parle, les jurés sont revenus. J'ai aperçu la femme, la plus âgée d'entre eux, qui nous regardait toujours avec gentillesse. Elle était défigurée. Elle me regardait les larmes aux yeux. Je me suis dit, il est condamné. La sentence est tombée après quelques secondes, mais pour moi, cela durait une éternité entre chaque question. Coupable, oui. Préméditation, oui. Les veines de mon cou battaient. Toute la salle devait entendre battre mon cœur. Circonstance atténuante, oui. Là, j'ai respiré très fort. Et puis le verdict. 5 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis. Il y a eu un silence de mort, pas un bruit. Des gens pleuraient. Je me suis approchée de toi, comme une somnambule. Ça décrit pas mal ces moments. Et c'est vécu par des gens qui l'ont vécu. C'est encore mieux que des mots d'avocat. Et parfois, on n'a laissé aucune trace dans le délibéré d'un tribunal, d'une juridiction. Enfin, il faut avoir cette humilité de s'en rendre compte. Parfois, nous n'avons pas existé. Ils ont décidé sans nous. Parfois, on n'a eu aucune influence. C'est très dur. C'est très dur de le supporter, mais c'est vrai. Le mauvais résultat, enfin ce qu'on appelle, oui, on parle comme ça, nous, de résultat, c'est peut-être un peu trivial, mais c'est de dire en fait une peine qu'on considère, nous, qui n'a pas été juste et qui probablement ne va pas être comprise par un accusé ou n'est pas du tout la bonne à la lecture, nous, qu'on avait du dossier. C'est un sentiment de solitude absolue, de responsabilité, on se sent tellement coupable.
Enfin, moi, je me sens tellement coupable. Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Est-ce que j'aurais dû poser cette question-là? Est-ce que j'ai oublié des choses dans ma plaidoirie? On se sent profondément responsable et profondément seul. C'est des moments très durs. Surtout avec l'énergie qu'on a mise dans des assises. C'est une énergie. Enfin, ça dure de 9h du matin à 20h, 21h le soir. On ne fait que ça. Le téléphone, on ne peut plus répondre. Les soirées, on ne peut plus y aller. Enfin, c'est une bulle dans laquelle on est totalement enfermé, dans laquelle on se démène pour être la parole d'un homme, d'une femme qui, elle, peut être vite broyée par un système. Donc, on s'est tellement donné qu'au moment où on n'a pas réussi, c'est une terrible violence même pour un avocat, je pense. On ne peut pas faire ce métier d'avocat pénaliste sans avoir une aide psychologique ou psychiatrique. Je sais que ces techniques-là, elles sont très importantes pour garder ce qu'on est de la manière la plus efficace pour notre client, c'est-à-dire ne pas être dévasté par une colère, une peur, un stress. Il est arrivé que je sois submergée. Et notamment, soit au cours d'auditions, d'interrogatoires ou d'instants d'audience où la vague émotionnelle est très très forte et où elle monte en moi. Voilà, il ne m'est jamais arrivé de craquer, mais il m'est arrivé de pleurer, oui. De pleurer, je pense qu'on ne l'a pas vu. J'ai toujours fait en sorte qu'on ne le voit pas. En tout cas, celui ou celle que je défendais ne l'a évidemment pas vu. Et j'espère que le tribunal non plus, mais ça m'est déjà arrivé. Mais parce que ça arrive à un moment où on ne s'y attend pas. Parce que cette phrase, elle résonne sur d'autres affaires. Et puis parce que tout simplement, celles et ceux qu'on défend sont parfois bouleversants, c'est tout. Voilà. Ces affaires-là, ça t'atteint parce que tu es dans la souffrance de part et d'autre, tu es dans une espèce de baigne dans la souffrance du matin jusqu'au soir. Tu as des témoignages qui sont insupportables de douleur, tu as des vies brisées de part et d'autre. Donc oui, à moins d'être totalement insensible, et même si on a la robe et qu'on essaie de lutter, oui, évidemment que ça t'atteint. Et puis en même temps, tu as quelqu'un que tu essaies de défendre et pour lequel tu essaies de garder une toute petite fenêtre ouverte. Donc l'enjeu, il est énorme et tu le portes. Et quand tu sors d'un procès comme ça, tu sors vidé, quoi. Vidé. Et il faut quelques jours pour revenir ici sur Terre et revoir la lumière, quoi. Ouais. L'île de Ouessant a une importance majeure dans ma vie et dans ma vie d'avocate. J'imagine pas avoir une très grosse audience sans être venue au préalable, quelques jours avant si possible, trouver énergie, concentration, calme et confiance un peu pour affronter plusieurs jours de procès. Oui, c'est vrai que je viens quasiment systématiquement pour me préparer à des procès que je trouve d'une lourdeur particulière. Quand on est dans ces longs procès, par exemple, on est d'abord immergé dedans, quoi. C'est-à-dire que ne serait-ce que par le temps qu'on y passe. Forcément, ce sont des métiers, des affaires, plus précisément dont on parle, et avec lesquels on a cet échange, et donc ça s'invite dans votre vie. On ne ferme jamais la porte de nos affaires, quoi. C'est-à-dire que vous rentrez le soir chez vous, peut-être plus que dans d'autres métiers, vous ne fermez pas la porte, quoi. Donc, si vous voulez, la cloison entre ce que vous vivez et votre vie, elle n'existe pas tant que ça, quoi. Il y a quelque chose d'obsédant, hein. Mais c'est pas... ça ne fait pas du mal, ça ne gâche rien. Ça gâche pas mon quotidien, ça gâche pas mon amour du cinéma, ça gâche pas mon histoire d'amour, mais c'est tout le temps là, tout le temps.
On se protège évidemment d'abord en étant dans des relations de confiance avec les gens qu'on aime. Et puis au-delà de l'affection des gens, il y a le fait de pouvoir être au contact de choses belles. La nature, la mer, le soleil, le vent, l'herbe, les odeurs d'ajonc. Les choses belles, c'est aussi les livres et le cinéma. S'entourer le plus possible d'affection et de beauté, et c'est vraiment très important. L'énergie qu'on doit apporter au client, elle trouve quand même sa source dans le fait de connaître le bonheur. Ce contact quotidien avec la mort ou l'idée de la mort des autres doit amener, de ma part, une fréquentation de ce qui est vivant et de ce qui est très vivant. Je pense que c'est aussi une des chances de mon métier que de me faire mesurer tous les jours, tous les soirs, ce que vaut la vie. La vie vaut beaucoup. Quand je nage entre l'Atlantique et la Manche, parce qu'à Ouessant se rencontrent l'Atlantique et la Manche, je viens laisser dans la mer des mots qui m'ont blessée. Je viens laisser dans la mer la douleur de ce que j'ai entendu. Je viens laisser dans la mer le stress du verdict qui tombe. Et puis, je viens aussi chercher le mot qui m'apparaît fort pour le prochain procès. Quand on est dans cette action-là, dans le procès, dans la défense, voilà, on laisse un peu derrière tout ce qui est votre vie, quoi, tout ce qui est vos éventuelles fragilités, les moments éventuellement difficiles que vous traversez. Ça prend la première place, quoi, de défendre quelqu'un. En fait, c'est incroyable. On a cette relation privilégiée avec un prévenu ou un accusé. On a une voix que personne n'a, on a ces heures de parloir, on a ces choses que personne n'a. Me concernant, ça n'est pas un métier difficile du tout parce que je suis vraiment à ma place. Donc j'ai aucun mérite. Vraiment. Je suis vraiment à l'endroit où je devais être. Avant d'être difficile, c'est quand même un métier incroyable, quoi. C'est pour moi vraiment un des plus beaux métiers du monde, quoi. Je suis heureuse dans ma profession, mais vraiment. Émotionnellement, psychologiquement, intellectuellement. Mais c'est d'une richesse. C'est une chance inouïe d'exercer cette profession. En fait, c'est notre métier. Ouais.
Merci.